La France est un paradis fiscal, un paradis réglementaire, un paradis pénal pour les hackers qui peuvent faire des exploits en toute impunité. L'ironie de l'histoire, c'est qu'il y a une partie de l'argent qui a été envoyée sur une adresse que personne ne contrôlait et qui est perdue à tout jamais, 90% de la somme. Donc les gars ont hacké des millions pour finalement les perdre bêtement. Exactement. C'est quoi le montant hacké? C'est à peu près 10 millions, quelque chose comme ça Ouais, c'était entre 8 et 9 millions. Donc c'est un dirigeant d'un exchange qui, concrètement, à son arrivée à l'aéroport, s'est fait arrêter pour un crime qu'il n'avait pas commis. On l'accusait d'avoir, par son produit, facilité, permis le blanchiment de sommes extrêmement importantes. Un utilisateur qui perd 3 millions de dollars en retirant ses fonds d'un protocole DeFi, un homme amoureux qui perd 1 million d'euros dans un scam à la romance, un dirigeant d'un exchange nord-américain accusé à tort de blanchir des fonds et arrêté au pied d'avion à Roissy. Aujourd'hui, on va voir avec Romain Chili, avocat au sein du cabinet Orwell, les contentieux les plus fous qu'il ait eu à gérer dernièrement. Avant que l'épisode ne commence, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Et c'est parti pour ces 3 histoires dignes d'une série Netflix. Salut Romain, avant de parler des contentieux les plus fous sur lesquels tu as travaillé jusqu'à maintenant dans la crypto, est-ce que tu veux te présenter ? Salut Gary, merci beaucoup pour ton invitation. Déjà, je suis ravi de pouvoir participer à ton podcast. Moi aussi. Écoute, comme je disais, moi je m'appelle Romain Chili, je suis associé au sein d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Orwell Avocat, qui a été fondé il y a maintenant 7 ans, en 2018, où on est 3 associés. On est un cabinet, on va dire, pure player dans la crypto. On fait plusieurs choses au cabinet, on fait du régulatory, réglementaire, on a accompagné une grosse partie des acteurs qui sont régulés aujourd'hui auprès de l'autorité des marchés financiers, de la CPR. On a un département fiscal qui est dirigé par Alexandre Lourimi, qui fait essentiellement de la fiscalité du numérique et en particulier fiscalité crypto. Et puis j'ai la charge, moi, du département contentieux. Donc on fait plusieurs choses, on y reviendra. Avec des dossiers assez croustillants. Avec des dossiers assez croustillants, et c'est du contentieux, donc des nouvelles technologies, mais comme je le dis, on a une clientèle qui est essentiellement une clientèle crypto, et donc je traite avec mon équipe de différents types de contentieux en lien avec les cryptos, du pénal des affaires, mais aussi du contentieux des affaires un peu plus classique, et du contentieux réglementaire, mais on aura l'occasion d'y revenir. Clairement. Passons déjà au premier contentieux sur lequel tu as travaillé récemment, et donc c'est un contentieux en rapport avec la DeFi. Et donc c'est un protocole qui s'appelait RBF, je te laisse la parole. Oui, alors c'est RBF, c'est un dossier qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque. C'est un dossier qui a déjà, on va dire qui a été jugé il y a un peu plus d'1 an. Ça fait partie des 2 dossiers, 2 affaires. On parlera peut-être un petit peu de la deuxième ensuite, mais des 2 affaires en matière de finances décentralisées, de cybercriminalité en lien avec les cryptos, qui ont été jugées et qui présentent des caractéristiques qui sont intéressantes, je pense, pour les personnes de l'écosystème, les porteurs de projets et les utilisateurs. Ce dossier était intéressant parce que en fait, il traitait de façon très simple. J'avais la chance de défendre des fondateurs d'un protocole qui avait monté un protocole DeFi sur la blockchain Arbitrum. Et donc, en fait, c'était un protocole comme on le faisait beaucoup à l'époque, où tu investissais des fonds et tu pouvais gagner du reward dans le token qui était créé par le protocole. Et donc, on avait une situation, en fait, où ces personnes avaient développé ce protocole. Le protocole n'avait pas été... ils avaient développé une communauté, fait du marketing autour du protocole, mais le protocole n'était pas encore officiellement lancé. Il n'y avait pas eu de signal aux investisseurs sur le fait « OK, le protocole est opérationnel, vous pouvez investir ». Toutefois, je pense que comme tu le sais, ça fait un petit moment que tu es dans la crypto. Dans ce genre de produit, il y a une espèce de FOMO où il faut être le premier. En gros, c'est les premiers qui investissent, qui interagissent avec le protocole, qui peuvent en tirer les plus gros bénéfices financiers. Et on avait une whale qui, avant que le protocole, avant que tu aies le signal des fondateurs qui indiquaient que le protocole était opérationnel, a investi une très grosse somme. On était autour de 1000 Ethers sur le protocole. Il a réussi à trouver le lien. Il a réussi à trouver le lien. L'erreur, et ça on en reparlera vraisemblablement de mes clients, c'était de ne pas avoir attendu le dernier moment avant de passer le protocole du testnet vers le mainnet classique. Et donc cette personne a trouvé l'adresse du protocole et a voulu interagir avant qu'il y ait un signal des fondateurs. Et donc il a déposé une somme très importante. De combien ? Et en fait, qui était un petit peu inférieur à 1000 Ethers. Ok. Ça représentait combien à l'époque À l'époque, ça représentait 3, si mes souvenirs sont bons, c'est 3 800 000 euros, il me semble.
Et donc, il y avait une fonctionnalité sur ce protocole qui te permettait, comme tous les protocoles, d'avoir des frais d'entrée et de sortie quand tu fais une transaction. Et en fait, ils étaient en phase de test et les frais étaient reparamétrés régulièrement, etc. Mais tout était parfaitement transparent. Il n'y avait pas de ligne de code cachée. Ouais. Au moment où il a investi les fonds, c'est-à-dire au moment où il investit, c'est important, les frais étaient paramétrés à 100%. Et donc, il a, si tu veux pas, fait très attention au moment où il a investi. Il a investi avec des frais de retrait de 100%. Il s'est rendu compte de son erreur et il a quand même essayé de retirer les fonds. Et donc, il s'est fait, si tu veux, pomper l'intégralité de ses fonds. Et donc, la chance de cette personne et la malchance de mes clients, c'était que c'était une personne qui était plutôt bien renseignée. C'est un trader d'une grosse plateforme crypto en Asie, qui est aussi présente en France. Et mes clients n'étaient pas cachés. Donc, en fait, par des investigations on-chain, lui-même, avec l'aide de son employeur, est rapidement remonté à l'identité des clients et a entamé une procédure en France qui font que mes clients, en revenant de voyage, se sont fait arrêter par la brigade financière et se sont retrouvés en garde à vue et ont été accusés. C'est quand même des sommes qui n'étaient pas négligeables, d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment, etc. Et donc on s'est retrouvés devant le tribunal correctionnel il y a un peu plus d'un an pour juger de ce dossier. Et c'était un dossier qui était intéressant. Pourquoi ? Parce que on est dans une situation où quelle est la ligne, quelles sont les précautions que doivent prendre les fondateurs d'un protocole. Demain, en fait, on est d'accord que dans la DeFi, dans la crypto en général, il y a toujours des risques d'investissement. Quelle est l'attitude que tu dois, quelle est la frontière entre, si tu veux, le fait que tu proposes un produit qui représente des risques à l'investissement et donc des gens peuvent perdre de l'argent, et quelle est la frontière entre à partir de quel moment tu commets une infraction pénale. Complètement. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est que nous, on a été poursuivis, donc renvoyés, comme je te dis, pour escroquerie, blanchiment, etc. Et nous, on a soutenu qu'il n'y avait pas de blanchiment, pas d'abus de confiance, pas d'escroquerie. Pourquoi ? Parce que tout était parfaitement transparent, que la DeFi est un milieu d'initiés, un milieu de quand on va sur ce type de produit, en général, c'est qu'on n'est pas Madame Michu. Et donc, en fait, nous, notre argumentaire, ça consistait à remettre la faute sur l'investisseur. C'était la seule victime. Il y avait personne d'autre n'avait investi sur le protocole. Donc, il n'y avait pas eu de manipulation. Les frais avaient été paramétrés tels quels dès le départ. Et donc, nous, notre attitude consistait à dire qu'il n'y a pas eu de manœuvre frauduleuse. Et donc, la personne a perdu ses fonds. Et j'ai envie de dire, tant pis pour lui, c'est le risque de marché. Quand on va sur ce type de produit, on peut avoir de très gros rendements, mais on peut aussi tout perdre. Ouais. Et l'issue a été plutôt bonne pour mes clients, même si je pense qu'il y avait peut-être la place d'aller encore un peu plus loin, potentiellement en appel. Mais on a une requalification, on a fait tomber l'infraction d'escroquerie, tomber l'infraction de blanchiment, tomber tout ça. Mais en revanche, ce dossier a été requalifié en pratique commerciale trompeuse par omission. C'est-à-dire que, et c'est en ça que la décision est importante, l'apport pour tous les gens du secteur, c'est quand vous montez un protocole, un produit crypto, même si tous les paramètres sont visibles on-chain sur le code, en fait, vous devez prendre des précautions particulières et afficher sur le front-end du site les risques qui sont associés au protocole, les frais qui peuvent être appliqués. Et en fait, il faut prendre les diligences suffisantes pour avertir le consommateur. C'est pas déconnant en soi. C'est pas totalement déconnant, mais moi, je pense que cette décision reste quand même, elle est plutôt bonne parce que finalement, nous, on avait des réquisitions avec de la prison ferme, une amende à plusieurs dizaines de milliers d'euros et finalement, ils s'en sont sortis avec simplement une amende avec sursis parce que c'est une infraction relativement mineure, les pratiques commerciales trompeuses par omission. Moi, mon argumentaire consistait à dire on avait en face un professionnel, vu les montants, vu son métier, etc. Et donc, ce professionnel, la moindre des choses, c'est de mener une due diligence quand on voit une somme aussi importante sur le contrat sur lequel tu vas investir. Et donc, on s'en est sorti comme ça. Et après, le président de la Chambre s'est un peu répandu dans la presse pour dire que c'était aussi la première jurisprudence où il entendait mettre les lignes sur ce qu'il est possible ou non de faire quand tu lances un projet crypto, un projet dans la DeFi, quoi. Je prends quelques secondes pour remercier la Blockchain Business School de soutenir cet épisode. La BBS est la solution pour vous former à la blockchain avec les meilleurs intervenants. La Blockchain Business School a été créée par Pirates Labs, l'un des plus gros incubateurs Web3 d'Europe, et elle propose des formations avec un suivi individuel par des mentors. Les formations sont finançables par le CPF, le compte personnel de formation. Ces formations durent 3 mois, peuvent être suivies en parallèle de votre activité professionnelle et sont en full remote. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% avec le code CryptoCoolies10. Je vous mets toutes les informations en description et c'est reparti pour l'épisode. Ok, très clair. Et pour revenir sur cette affaire-là, lui, il aurait très bien pu... comment dire ? Ouais,
je sais pas, je me dis que les fonds, qu'est-ce qu'ils ont fait des fonds finalement, le protocole? Je veux dire, est-ce que les fonds étaient bloqués, ils pouvaient pas lui rendre, ou ils auraient pu quand même lui rendre, ils ont pas voulu parce que finalement, in fine, l'argent. Il y avait deux choses sur ce point-là. La première, c'est que les fonds avaient été séquestrés dans le smart contract. Ils avaient la possibilité de les bouger, mais en réalité, on a eu une personne qui s'est présentée comme étant le titulaire de la transaction. Et en fait, il y avait aussi un risque pour les clients à venir. En fait, on n'avait pas la preuve, et au moment où ça s'est passé, en fait, toutes les choses sont passées très vite et la procédure a été initiée très vite. Et en fait, mes clients n'avaient pas la preuve que la personne qui venait revendiquer les fonds était bien celle-là. Et en fait, sur des sommes comme ça, tu prends pas le risque de restituer à n'importe qui une somme aussi importante. Et le fait qu'il n'ait pas réagi directement au moment de la demande de restitution de fonds, ça a été, lui, l'a interprété comme le fait qu'il voulait pas rendre les fonds, ce qui n'était pas nécessairement le cas. Ouais. C'était simplement le fait que quand on a une somme comme ça, on la rend pas à n'importe qui. Il faut qu'il y ait un process qui soit. Et en fait, la personne, je pense, dans la panique, est partie du principe que il s'est fait escroquer. Qu'il s'était fait escroquer. Okay. Et voilà, ce qui n'était pas le cas parce qu'en fait, mes clients n'étaient même pas cachés, quoi. Bien sûr. On montait assez rapidement vers eux, quoi. Et eux, du coup, ils ont décidé de garder les fonds. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment s'est terminé l'histoire? Ils ont gardé les fonds, ils les ont restitués? Les fonds ont été en partie restitués effectivement à la personne dans le cadre d'un arrangement qui voilà, ce qui n'a pas mis fin aux poursuites parce que mais en tout cas l'affaire s'est réglée, si tu veux, de façon amiable avec la personne. Ok. Mais c'est vrai que peut-être qu'il allait au contentieux un peu rapidement sans aller passer par la case discussion. Bah ouais, mais après, j'imagine, si tu veux, quand tu perds une somme aussi importante que t'as tendance, si tu veux, à mettre un peu ceinture bretelle et à dire peut-être qu'il y aura une issue négociée, mais en tout cas, je lance des poursuites parce que je considère que voilà, les enjeux sont trop importants, quoi. Ok. Et pour dernière question sur ce sujet-là, tu parlais d'une jurisprudence. Elle a servi cette jurisprudence par la suite ou? Bah en fait, ce dossier, ça a été vraiment, donc je disais, le premier dossier un peu de cybercriminalité DeFi qui a été jugé en France. Il y a eu d'autres cas aux États-Unis notamment et en Asie, mais c'est le premier cas en France et en Europe à ma connaissance. Et il y a eu une autre affaire assez peu de temps après, qui est l'affaire Platypus, qui est un dossier qui vient d'être jugé là en appel il y a quelques mois, qui était, alors j'étais pas sur ce dossier personnellement, mais bon, je l'ai suivi de près, notamment avec les confrères qui étaient dessus. Et là, on parle d'un dossier avec une configuration qui est un peu différente, où on avait des personnes, des Français, qui étaient accusés d'avoir détourné une somme qui était supérieure à 8 millions d'euros dans mes souvenirs, d'un protocole DeFi qui en gros avait une faille dans son smart contract qui permettait en fait à des personnes d'activer, et ça c'est important, d'activer une fonctionnalité qui te permettrait de retirer les fonds en urgence, sans que, si tu veux, ce soit quelque chose qui soit logique dans la philosophie, dans la conception du protocole. Et donc le débat portait sur le fait de savoir, est-ce que là on est dans une situation de hack avec les infractions que ça peut être qualifié, donc intrusion dans un système de traitement automatique de données, escroquerie, abus de confiance, etc. Ou est-ce qu'on est dans une situation autre qui est simplement en fait une erreur de la part du protocole dans sa programmation, et donc l'exploitation de cette erreur, mais si tu veux, en fait, on était sur un débat qui était intéressant, c'est quelle est la frontière entre utilisation d'une fonctionnalité d'un protocole et un hack. Est-ce que il y a eu de la part de ces personnes une volonté d'altérer et de manipuler, si tu veux, le protocole, ou est-ce qu'on est dans une situation où il y a eu simplement une exploitation malicieuse d'une fonctionnalité qui existait, qui était en soi une backdoor, hein. Exactement. Et ce qu'a jugé le tribunal correctionnel, alors à l'époque ça a fait beaucoup de bruit parce que ces personnes ont été relaxées en première instance et en appel, et on a eu un peu de bruit dans la communauté crypto, pas qu'en France, mais d'ailleurs partout ailleurs. La France est un paradis fiscal, ou un paradis réglementaire, un paradis pénal pour les hackers qui peuvent faire des exploits en toute impunité. Et en réalité, moi je suis pas d'accord avec cette vision. Je pense que la décision, en tout cas, a une logique qui se défend. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans le smart contract, de paramétrage du smart contract, et que la personne, si tu veux, c'était pas non plus un hacker particulièrement chevronné, a simplement utilisé, y compris potentiellement de mauvaise foi, une fonctionnalité qui lui était permise par le protocole, on n'est plus dans un cadre pénal, on est dans un cadre civil. Et donc ce qu'a dit la juridiction, elle n'a pas dit vous pouvez garder les fonds, circuler rien à voir. Elle a dit le dossier n'est pas de nature pénale, on n'a pas d'infraction pénale. Donc elle a dit au protocole, si vous voulez aller recouvrer les fonds, vous assignez les personnes au civil.
Tu peux d'ailleurs expliquer la différence entre pénal et civil, peut-être? Bien sûr. Le pénal, en fait, les faits de nature pénale, c'est quand on a la commission d'une infraction. Donc, en matière de crypto, aujourd'hui, il y a des infractions spécifiques financières du secteur qui s'appliquent dans le secteur financier traditionnel et aujourd'hui le secteur de la crypto. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Et tu as le droit pénal commun, le vol, l'escroquerie, ce qu'on considère voilà, comme ce que sont les délits un peu traditionnels qu'on peut voir. Voilà. Dans le pénal, la personne qui poursuit, alors tu peux déposer une plainte et être à l'initiative de l'information du procureur du dossier, mais c'est l'État, c'est les pouvoirs publics qui poursuivent, voilà, et qui vont qualifier ces infractions. Si tu n'arrives pas à qualifier ces infractions, tu sors du pénal. Dans le civil, c'est simplement un litige. Une affaire civile, ça va être un litige de nature civile ou commerciale, c'est-à-dire on a conclu un contrat ensemble, par exemple, au terme duquel tu as investi dans ma société, je devais te rembourser, je ne le fais pas, ou on a un désaccord commercial, et là, le litige est de nature civile. En gros, le civil, c'est entre des personnes privées. Le pénal, c'est entre l'État, garant donc du respect de la légalité et du droit pénal, et les personnes privées. Très bien. Voilà. Ok. Et donc là, en fait, le dossier finalement, il n'était pas de nature pénale. Enfin, en tout cas, il n'était pas pénal. Exactement. On a considéré qu'il n'y avait pas d'infraction qui était constituée. Donc, on a dit, les juges ont dit au protocole, si vous voulez récupérer tout ou partie de votre argent, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il y a une partie de l'argent qui a été envoyée sur une adresse que personne ne contrôlait et qui est perdue à tout jamais, 90% de la somme. Donc, les gars ont hacké des millions pour finalement les perdre bêtement. Exactement. Pour perdre 90% de la somme. Et le tribunal correctionnel et la cour d'appel ont dit, les gars, nous, ça ne nous regarde pas, ce sont vos histoires, votre protocole était foireux, en gros. Vous allez, c'est aussi de votre faute, vous allez régler ça devant un juge civil qui va établir les responsabilités de chacun, mais l'État et le droit pénal n'a rien à voir là-dedans. Ok. Je crois que j'avais vu passer cette affaire Platypus. C'est quoi le montant hacké? C'était à peu près 10 millions, quelque chose comme ça Ouais, c'était entre 8 et 9 millions, mais si mes souvenirs sont bons. Ok, très clair. Bon, c'est incroyable comme premier cas. Je te propose de passer au deuxième. Il me semble que c'était un scam à la romance. Alors ça c'est l'idée de discuter ensemble d'une affaire de scam à la romance qui est en fait un type de scam parmi d'autres. C'était d'évoquer avec toi le fait que des escroqueries en crypto de ce type-là, ce scam à la romance, arnaque à l'investissement, etc. Il y en a beaucoup. Complètement. Et moi d'ailleurs j'en ai eu un ami d'un ami, enfin voilà, qui s'est arrivé et des gros montants et ça part d'une rencontre par exemple sur Tinder, rencontre dans un bar, une fille qui propose d'investir dans un exchange crypto et en fait qui est un vrai scam et tu t'en aperçois, la personne s'en est aperçue quand elle voulait retirer ses fonds. Donc c'est quelque chose d'assez répandu. C'est quelque chose de très courant. On voit là aujourd'hui, si tu suis un peu par exemple la communication de l'autorité des marchés financiers, la présidente de l'AMF est elle-même hyper investie sur ces sujets-là parce que tu as une explosion des arnaques et la crypto est souvent utilisée comme un moyen pour à la fois appâter les personnes sur l'investissement et aussi un moyen pour faire transiter les fonds qui sont le produit de ces arnaques. Mais c'est vraiment un gros sujet parce que ça touche, comme tu le dis, beaucoup de monde et ça explose véritablement. Enfin, je sais pas si tu as vu, c'est assez documenté maintenant. Il y a des fermes d'escrocs dans des pays asiatiques, etc. Oui, il y a les fermes KK Pila, je crois, en Birmanie, en Thaïlande, où c'est des gens qui sont entre guillemets enfermés à leur insu et qui leur travail, entre guillemets, c'est d'escroquer des personnes dans le monde. C'est assez horrible. Hein. Exactement. Et c'est assez élaboré. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais dire à ce propos-là, c'est que nous, on a eu un dossier. On a évidemment, on est sollicité comme tous les avocats dans le secteur. Il y a beaucoup de gens qui sont escroqués. De tout profil d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une gradation dans la sophistication des escroqueries ou des hacks. Ce qui est intéressant de dire, c'est que là, on est dans une affaire de pig butchering classique. Pig butchering, c'est le nom qu'on donne aux arnaques à la romance en anglais, où donc on a eu une personne qui s'est fait amadouer, mis en confiance, investi. Elle a investi une première somme, on lui a rendu des fonds, elle a été mise en confiance et là elle a investi des sommes, voilà, des très grosses sommes. Ouais, c'est toujours la classique, c'est dire voilà, faire croire que c'est un bon investissement. Et ce qui est intéressant, moi ce que je voulais souligner avec toi, c'est que nous on a eu un cas récemment qui a donné lieu à une décision de la Chambre de l'instruction. En fait, où dans ce type de cas, dans la plupart des escroqueries, et là l'idée c'est pas de dire qu'on peut recouvrer les fonds à chaque fois parce que c'est faux, hein, mais qu'il existe et on peut de plus en plus fréquemment faire
avancer les choses, aider les victimes en maximisant leurs chances de recouvrer les fonds. Et dans ce cas-là, qui est un cas très récent, on avait cette personne qui avait investi, on a fait donc un travail de tracing on-chain, donc où sont partis les fonds, et on a identifié un certain nombre de contreparties donc, qui rendaient les saisies possibles. Alors, il y a deux configurations dans lesquelles on peut saisir des fonds en crypto, soit lorsque les fonds sont convertis ou sont en stablecoin centralisé, USDT, USDC. Pourquoi ? Parce que pour des raisons complexes de régulation sur lesquelles je ne m'attarderai pas, en réalité, les régulateurs, surtout américains, parce qu'on utilise essentiellement des dollars synthétiques, obligent ces acteurs à permettre un gel des fonds ou peu importe où ils sont sur la blockchain, qu'ils soient chez des tiers conservateurs sur des exchanges ou qu'ils soient sur une adresse auto-hébergée sur la blockchain. Et donc ça, c'est le premier moyen de retirer les fonds. Et le deuxième moyen, c'est le moyen un peu plus que tout le monde connaît, c'est lorsque les fonds arrivent sur un exchange. Finalement, c'est plus la personne qui les conserve, c'est l'exchange qui les conserve. Et donc là, si les réquisitions judiciaires sont envoyées au bon moment, les fonds peuvent être saisis. Et dans ce dossier, on a réussi à saisir quasiment l'intégralité du préjudice. Ok. Donc on parle d'un préjudice qui était autour de 850 000 dollars. Pourquoi ? Parce qu'on a identifié les fonds qui étaient les adresses sur les exchanges sur lesquels était envoyée une partie des fonds. On a eu évidemment, comme c'est aussi un temps de retard, ou en tout cas un temps d'instruction qui a fait qu'on a identifié ces contreparties plusieurs semaines après les faits, et donc les fonds avaient transité, etc. Mais simplement, on a considéré en fait qu'il y avait toujours des fonds. En fait, c'est ces réseaux d'escrocs ne peuvent pas créer un compte sur une plateforme pour chaque escroquerie. Ils utilisent des comptes qui sont des espèces de blanchisseuses sur lesquels transitent les fonds issus de différentes escroqueries organisées par le réseau. Ça, c'est un peu leur faille finalement d'utiliser des comptes communs. C'est parce qu'aujourd'hui, le secteur se régule. On ne peut plus créer comme ça un compte sur lequel transitent plusieurs centaines de milliers d'euros sans que l'exchange s'interroge. Ouais. Il y a de moins en moins d'exchanges. On n'est plus en 2017 avec des exchanges shady qui sont en Russie sur lesquels tu peux faire n'importe quoi. Il n'y a pas de KYC. Aujourd'hui, même les exchanges les plus si tu veux, ne peuvent pas tolérer ce type de pratique. Donc quand ils arrivent à avoir un compte un peu solide, qu'ils ont fourni les éléments qui permettent de rassurer, même si souvent c'est des faux, la plateforme, ils l'utilisent pour différentes escroqueries. Et donc là, l'idée, c'est de se dire que dans ce type d'escroquerie, il y a quand même une espérance que là, on a réussi à avoir dans ce cas, mais on l'a eu dans d'autres, qui est lorsque tu parviens à identifier le compte et que tu fais une demande de gel, là, il s'est arrivé que sur ce compte-là, il y avait une quantité de fonds qui était importante, qui était disponible. On l'a fait saisir. Ok. Il provenait d'ailleurs peut-être d'une autre escroquerie. Il provenait, en tout cas, on sait qu'une partie des fonds de cette escroquerie était peut-être toujours sur ce compte, mais que la grosse majorité des fonds qui restaient sur ce compte n'étaient pas des fonds qui étaient issus de cette escroquerie. Okay. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que nous, on a saisi les fonds, et ensuite, ça aussi, c'est un autre phénomène qui est assez nouveau. Quand tu as des saisies sur des grosses sommes comme ça, les réseaux qui sont derrière sont assez organisés, mandatent des conseils locaux et des conseils dans les juridictions dans lesquelles les fonds sont saisis pour contester les saisies. Okay. Et produire des éléments qui permettent de justifier la soi-disant licéité des fonds. L'un des arguments qui a été utilisé, c'est non, les fonds de l'escroquerie sont passés sur le compte, mais ils sont plus là c'est d'autres fonds. Et en fait, la Cour d'appel de Paris nous a suivis, nous, dans le raisonnement qui consiste à dire non, le compte, en fait, si vous voulez, est contaminé. Soit vous arrivez à déterminer la licéité des fonds qui sont issus de mon client, moi j'ai les éléments qui montrent que c'est une escroquerie, soit vous n'y parvenez pas, et donc on est en droit de saisir l'intégralité des fonds de ces actifs. Okay. Et ça, c'est des issues qu'on voit de plus en plus régulièrement, parce que c'est vrai que souvent les clients ou les gens, même pour les hacks d'ailleurs, te disent oui, les fonds étaient envoyés sur tels exchanges, machin, j'imagine qu'ils sont partis. Oui, mais il y a peut-être d'autres fonds, et en fait on peut saisir tous les fonds qui passent sur ces comptes-là, quoi. Ok. J'ai quand même l'impression que récupérer, tu vois, les fonds suite à un scam amoureux comme c'est le cas, c'est quand même assez rare. Là, qu'est-ce qui a fait un peu la différence ? Déjà, comment vous avez alors déjà, est-ce que tu peux rappeler ce qui s'est passé, comment la personne s'est faite arnaquer ? Est-ce que il a fait un prêt à la personne en crypto, en stablecoin ? Est-ce que la personne a subtiliser son compte pour se faire une transaction à elle-même? Comment ça s'est passé? Non, ça s'est passé de façon assez simple, rencontre sur une application de rencontre, semble-t-il. Relation épistolaire de quelques mois, qu'il est mis en confiance, la personne a une histoire assez élaborée sur son niveau de vie, la façon dont elle gère ses investissements, etc. Elle
sans inciter directement, c'est toujours assez. En vrai, c'est quand même extrêmement bien fait. Hein. C'est Bien assez sûr. subtil. Donc, on met en confiance la personne qui investit. On lui fait des retours sur investissement sur des petites sommes au départ, mais pour la mettre en confiance. Avec Donc, lui a dit voilà, va sur telle plateforme et fais des dépôts sur telle plateforme. Exactement. Oui, voilà. Crée-toi un compte sur une plateforme, ça, dans le détail, et fais des. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai un produit, en gros, crypto. T'envoies tes fonds sur tel produit, ça va générer un rendement important. Et ensuite, voilà, tu pourras les retirer à n'importe quel moment. Donc, la personne se posait comme un conseiller. Et toi, comment tu as fait la partie retraçage des transactions on-chain? T'es passé par un outil, par un enquêteur on-chain Alors, nous, en fonction de l'enjeu, en général, nous, on travaille avec des experts sur ce type de dossier. Donc, il y a plusieurs experts en France et d'ailleurs en Europe. Alors, il y a des experts qui vont soit sur des très grosses boîtes crypto, tu sais, des outils comme Chainalysis qui ont, ou TRM, qui ont des experts qui peuvent travailler avec toi sur des gros dossiers, mais c'est des expertises et des enquêtes qui ont quand même un coût important. Et c'est important pour le client d'avoir une proportion aussi entre les fonds qu'il va activer pour essayer de récupérer ses pertes et le montant du préjudice. Et ensuite, tu as différents types d'offres. Tu vois, tu as des investigateurs on-chain aussi qui sont à des prix. Donc, en général, nous, on fait appel à des tiers qui font le traçage sur les plus petits dossiers où parfois nous on peut déjà checker, on connaît quand même bien la techno avec des outils open source, les Etherscan, Solscan, etc. Et aussi des outils comme Arkham est un super outil quand même pour faire le traçage. Et donc on identifie, l'idée dans ces affaires là c'est de préparer le dossier, de faire un dossier un peu aux petits oignons pour les enquêteurs. C'est la seule façon en fait si tu veux que ça fonctionne, c'est-à-dire de leur dire les fonds sont partis de là. Ils sont passés par tel schéma, ils sont arrivés sur tel exchange, il faut leur faire des réquisitions judiciaires, les réquisitions judiciaires sont à envoyer à telle personne, et en fait ce qu'il faut c'est de faire en sorte de réduire le temps d'investigation, parce qu'en fait dans le meilleur des cas l'investigation sera faite quand même par la police, mais 1 an et demi après les faits, et encore dans le pire des cas elle sera pas faite du tout. Si tu leur donnes un dossier clé en main, ils vont envoyer les réquisitions judiciaires. Bien sûr. Dans la plupart des cas. Après, bien sûr, ce qui détermine... Alors, il y a une part de chance, malheureusement, j'ai envie de te dire, dans ce genre de dossier, il faut saisir la chaîne pénale au bon moment. En fait, la clé, c'est que ton dossier arrive dans le bureau de la bonne personne au bon moment. Quoi. Sinon, c'est trop tard et les fonds sont pas sortis. Il faut que ça arrive au sein d'une brigade spécialisée, avec un enquêteur qui connaît et que le dossier intéresse. Et qui, voilà. Il y a un côté... Et après, évidemment, plus le montant du préjudice est important, plus ça intéresse la police. Les dossiers dans lesquels, on en reparlera, il n'y a pas que de la crypto, c'est pas que des escroqueries, mais il y a des atteintes à la personne, et la crypto est utilisée comme un moyen, par exemple, de blanchiment d'un crime, etc. C'est des dossiers qui vont beaucoup plus attirer aussi l'attention de la police. Donc voilà, il y a un fort aléa quand tu es victime d'une escroquerie, d'un hack, etc. Quand tu te fais siphonner ton MetaMask, il y a quand même un très fort aléa sur la possibilité d'avoir des saisies. Ça se fait, mais effectivement, j'ai envie de te dire, dans une proportion malheureusement assez importante des cas, même quand tu fais tout correctement, ça conduit pas nécessairement au gel des fonds, et ça tout le monde le sait. Et pour revenir sur ce travail-là, c'est aussi, le but des hackers, c'est un peu de brouiller les pistes et donc de faire plein de transactions de wallet en wallet, c'est un peu de complexifier la tâche des enquêteurs on-chain. Et donc le travail, c'est de créer un diagramme qui simplifie au maximum les flux pour dire parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de wallets qui sont impliqués, de vraiment essayer de simplifier au maximum. Exactement, il y a plein de techniques de blanchiment qui portent des noms, le layering, etc., qui consistent à effectivement faire en sorte de faire perdre la trace des fonds. Enfin, on l'a vu de façon, si tu veux, assez simple. Enfin, on a un exemple éclatant de ça avec le hack de Bybit où je crois qu'il y a eu plus de 10 000 wallets qui sont impliqués. En fait, derrière, c'est des petites mains qui font des petites transactions sur des wallets, et tout, etc., avec des techniques de blanchiment. En fait, tu peux tout imaginer. Tu as le schéma le plus caricatural, c'est le recours à un mixeur. Mais tu as plein d'autres schémas. On a vu dans le hack de Bybit qu'ils sont passés sur la plateforme de Memcoin, Pump.fun. Là, c'est l'outil rêvé pour le blanchiment d'argent. Exactement. Ils créent ils font ce qu'on appelle du wash trading. Donc, ils font monter artificiellement le prix d'un coin pour finalement retirer les fonds ensuite sur d'autres toilettes. Là, les montants étaient trop gros de toute façon pour faire tout passer par des mixeurs, parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de liquidité. Mais il y a des techniques sophistiquées. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il n'y a pas de schéma de blanchiment parfait en crypto. Et que le blanchiment a un coût aussi. Le blanchiment a un coût, et que c'est plus compliqué d'opacifier véritablement ces fonds quand tu es en crypto. C'est plus compliqué sur les flux bancaires traditionnels. Alors, voilà. Je dirais qu'il y a une ambivalence, parce que moi, j'ai envie de dire,
d'un côté, c'est plus facile de saisir des fonds en crypto parce que on a cette transparence et cette possibilité d'investiguer un peu, voilà, à côté de la police. On n'a pas besoin d'envoyer des réquisitions judiciaires à des banques, etc. Mais de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est que c'est peut-être l'acte de saisie en lui-même est un peu plus compliqué parce que les cas dans lesquels tu peux faire des saisies, on l'a vu, stablecoin ou machin, sont un peu plus limités et il faut quand même arriver au bon moment. Carrément. Je te propose, Romain, de passer au troisième cas. C'est assez cocasse comme cas. Donc, c'est un dirigeant d'un exchange qui, concrètement, à son arrivée à l'aéroport, s'est fait arrêter pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ouais, alors ça c'était intéressant qu'on évoque ce cas avec toi parce que on vient de parler de tracing, de crypto, etc. en disant bon c'est super, ça peut conduire à des saisies de fonds, à l'identification aussi de personnes. On a des cas où on arrive avec le travail on-chain à identifier des personnes. Par exemple, on voit des transactions sur Ether avec une adresse Ether. On voit que cette même adresse est utilisée sur une autre blockchain où on voit qu'il y a un nom de domaine qui a été acheté, qu'on peut relier j'ai un dossier comme ça, qu'on peut relier à un compte Twitter qui porte le même nom. On envoie on peut faire plein de très belles choses avec le traçage, mais ça peut aussi conduire à des situations très délicates. Et ça a été le cas d'un dossier dans lequel je suis intervenu pour effectivement une personne d'un dirigeant d'un exchange voilà, qui n'est pas européen, qui à son arrivée en France a fait l'objet d'une arrestation et est passé devant le bureau du juge d'instruction parce qu'on l'accusait d'avoir par son produit facilité, permis le blanchiment de sommes extrêmement importantes. Il y avait une notice Interpol, etc., qui était tombée sur lui. Parce que dans ce dossier, qui était un dossier de nature criminelle, les fonds qui étaient blanchis étaient des fonds qui étaient issus d'infractions criminelles. Le travail d'investigation qui avait été fait par la police là-dessus conduisait à établir qu'une grosse partie des flux arrivait sur son exchange et en gros passait pour être blanchi par son exchange. Et donc lui, logiquement, a été interrogé et mis en examen pour blanchiment de capitaux. Et ce qui était intéressant dans ce dossier, c'est que le traçage, c'est fiable, mais il faut vraiment que ce soit fait dans de très bonnes conditions et de façon très rigoureuse. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu as aussi l'existence dans les outils qui sont utilisés pour faire le tracing, et notamment les gros outils, les gros logiciels sous licence, etc., font plus que du traçage. Ils te font du traçage, mais ils te font aussi un travail de OSINT, donc Open Source Intelligence sur les adresses, et ils t'associent certaines adresses à certains acteurs ou à certaines personnes. Mais plus par recoupement d'infos ouais. qui est fait par les investigateurs au sein de ces... Et donc ils vont te dire, bah tiens, telle adresse appartient à tel exchange. Telle adresse Ethereum, on sait, elle appartient à tel OG de la crypto, à tel whale, etc. Parce qu'on considère qu'en recroisement des infos, et c'est un peu aussi le modèle économique en tout cas, ça a été à un moment le modèle économique de Arkham. Tu sais, il y avait le dox to earn. Tu avais une incitation économique à dire bah, telle adresse appartient à telle personne, voici les indices sur lesquels je me base, et si tu avais raison, tu gagnais des récompenses en crypto. Et en fait, c'est logiciel. Et en fait, ça, il faut bien comprendre que là, on sort de l'analyse purement technique. Bien sûr, parce que c'est pas sûr à 100%. Exactement. On est dans, voilà, je te dis, de l'enquête, du recroisement d'infos et tout, etc. Alors, c'est fiable très souvent parce que avant que ces exchanges, si tu veux, actent dans leur logiciel que telle adresse appartient à telle plateforme, normalement, ils ont des éléments pour le faire. Là, en l'occurrence, l'erreur provenait du fait qu'on avait associé l'adresse sur laquelle partaient les fonds issus du blanchiment de ce crime à l'exchange qui était contrôlé par mon client, alors même que ce n'était pas le cas. Alors même que l'adresse n'appartenait pas à l'exchange, mais elle appartenait à un autre intermédiaire. Enfin, voilà. Donc c'est une erreur de chain analysis pour le coup. C'est une erreur alors je dirais pas que c'est une erreur de chain analysis. Je blâme pas c'est une erreur d'investigation de la police. Et c'est une erreur qui est assez difficile à détecter. Parce qu'il faut quand même avoir... Voilà, c'est juste quand tu te rends compte dans ce genre de situation. Donc tu peux aussi, le travail de tracing, voilà, peut aussi conduire, si tu veux, à des configurations un peu absurdes où tu te retrouves, si tu veux, impliqué dans des affaires parce qu'on considère que telle adresse t'appartient alors que c'est pas le cas. Et donc là, ça nécessite, surtout ces affaires avec des flux financiers très complexes, d'avoir une certaine acuité, une précision quand tu vas désamorcer le cas, quoi. Mais c'est fou parce que cette histoire, quand même, donc, elle a quand même été mise en examen pour rien.
Et ça a duré combien de temps cette histoire? Parce que, enfin, il a dû engendrer d'énormes sommes en juridique. Enfin, lui, j'imagine sa santé mentale, ça a dû être compliqué. Enfin, je peux pas, tu vois, c'est des dossiers qui sont couverts par ce code, donc j'en parle de façon très générale. Mais effectivement, ce genre de procédure, de façon générale, ça dure. De par la complexité des dossiers, etc., ça peut durer effectivement plusieurs mois, le temps de, si tu veux, à la fois de désamorcer, de décortiquer les choses, et aussi le temps de faire entendre aussi ton point de vue à la justice, à des juges, à des acteurs judiciaires qui ne maîtrisent pas et qui ont tendance à faire confiance aux enquêteurs et aux outils de façon assez logique. Donc il y a un gros travail de pédagogie, d'explication qui effectivement prend pas mal de temps, quoi. Ok.